qui auront le plaisir de donner la parole à François Ruffin, député qui vient de la Somme, mais qui est déjà intervenu à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale pour défendre la maternité de Creil. Donc la parole à Paul Cédron au nom du comité de défense. Tout de suite, une fois que les prises de parole seront faites, je vous rappelle que nous descendons en direction de la faïencerie, nous descendons en voiture, nous formons un cortège, nous faisons une opération escargot. Le parcours, c'est le parcours le plus simple, c'est le boulevard jusqu'au rond-point là-bas. Ensuite, on tourne sur notre gauche, on descend l'allée qui est au cimetière, on prend le rond-point et on va direction de la faïencerie. Attention, nous n'avons pas de forces de l'ordre pour assurer la sécurité. Ils étaient tous occupés. Alors, respectez la signalisation des feux rouges et surtout celui qui est dans le back-trail juste avant de tourner vers la faïencerie, parce que c'est un feu rouge avec radar et s'il y a quelqu'un qui le passe, ça coûte cher en amende et cher en nombre de points. Donc on y va doucement. Si les gens sont arrêtés à un feu rouge, ceux qui sont passés attendent que le reste du cortège les rejoigne. C'est bien compris pour tout le monde. Ceux qui ne sont pas véhiculés, on fera du covoiturage pour descendre, que tout le monde puisse venir jusqu'à l'endroit où on fait le pique-nique tous ensemble. Parole à Paul. Ah d'accord. Chers amis, chers toutes et tous, le ciel est avec nous. Contrairement à ce que des esprits finalement fâcheux nous avaient prévu un vilain temps, contrairement à ce que certains ont longtemps pensé, nous ne gagnerions pas cette maternité perdue une bonne fois pour toutes. Eh bien si, nous allons la gagner. Il s'est produit un événement considérable en France. Et vous en avez tous été témoins. Un président de la République a désavoué sa propre ministre de la Santé, a désavoué un des dispositifs administratifs essentiels à l'organisation des soins qui s'appelle l'Agence régionale de santé. De régression sociale. De régression sociale, comme dit monsieur le maire de Montagnais. Eh bien, il se trouve qu'un des maires de notre agglomération, le maire de Nogent, a interpellé directement le président de la République, qui a convenu que finalement, la décision méritait d'être revue. Il fallait réouvrir ce dossier. Le dossier est réouvert. Il existe désormais un comité de suivi constitué par des représentants du personnel qui seront écoutés. Le comité de défense a été entendu, les élus seront entendus, etc. Autrement dit, les forces politiques sociales de notre agglomération seront entendues. Voilà, un pas démocratique essentiel, faisons-le vivre. La démocratie, c'est ça. La démocratie n'est pas l'attente que nous tombe du ciel l'eau qui nous est nécessaire. La démocratie, c'est nous qui la représentons. Et sans votre intervention, sans notre intervention à tous, ce dossier serait fermé une bonne fois pour tous. Nous aurions perdu notre maternité, et en perdant notre maternité, nous affaiblissons le centre hospitalier général de Creil. Cette chute s'annonce si nous n'y prenons pas garde. C'est l'ensemble de notre hôpital qui est aujourd'hui menacé. Loïc va nous parler de la situation des urgences. Elle est absolument scandaleuse. Je ne vais pas insister, il va le développer. Nous perdons des médecins.
je vous rappellerai qu'un des arguments fréquemment utilisés, c'est que nous manquons de médecins. Eh bien, depuis l'annonce de la fermeture de la maternité, nous avons perdu au moins 11 médecins qui sont partis en raison de la situation créée par cette fermeture. Peut-être plus, Loïc nous le dira. Voilà la situation. Autrement dit, vous êtes là aujourd'hui pour la maternité et pour les urgences. Il faut savoir que notre lutte, elle devra se poursuivre bien au-delà pour défendre notre hôpital. Je vous rappellerai qu'en 1978, lorsqu'il a été inauguré, il ouvrait 600 lits, qui était en définitive l'appréciation qui avait été faite des besoins sanitaires hospitaliers de notre agglomération. En 2010, on a estimé que pour avoir une maternité niveau 3 correct, il fallait créer un pavillon mère-enfant. Le chantier a été ouvert et vous connaissez la suite. Plus que désolant, scandaleux, scandaleux. Vous avez devant vous 3 étages qui ont été construits entre 2010 et 2012. 3 étages qui sont inoccupés. Des dizaines de millions d'euros qui ont été jetés par la fenêtre. Et on nous dit qu'il manque d'argent pour maintenir la maternité de Crève. Voilà la situation. Je n'insiste pas aujourd'hui, et nous allons crier notre colère, mais aussi notre joie d'être ensemble. Nous nous retrouvons en bas, après le défilé, sous les formes qui ont été dites par Michel. Nous nous retrouverons devant un podium qui sera animé par des artistes, des poètes, des chanteurs, des enfants. Voilà, vous y êtes tous invités et nous souhaitons y être nombreux pour donner à notre volonté, à notre lutte, une volonté aussi qui soit festive, quelque chose qui est de l'ordre du bonheur. Nous, ce que nous voulons, c'est le bonheur, y compris des mamans et des bébés, y compris de ceux qui souffrent. Voilà pourquoi nous sommes ici. Merci à tous. Donc bonjour à tous. Évidemment, ce qui nous préoccupe en premier lieu, c'est la maternité. Et il y a toutes les raisons que ce soit préoccupant. Je pense qu'il est nécessaire de faire un petit rappel. C'est une maternité qui faisait 1600 accouchements, une maternité de niveau 3, c'est-à-dire la maternité qui prend en charge les situations les plus complexes au niveau obstétrical, au niveau de la grande prématurité. Donc une maternité qui était essentielle au maillage territorial de notre bassin de vie. Le bassin crémois, c'est 150 000 habitants qui dépendaient de cette maternité. Alors pour l'instant, on nous dit, vous voyez, tout va bien, il n'y a pas eu d'accident. Il n'y a pas eu d'accident, c'est-à-dire il n'y a pas eu de mort, faut être clair. Alors, non, et tant mieux, parce que quand même, l'idée c'est de pas arriver là, mais sachons que statistiquement, ça arrivera. On a déjà eu des accidents par le passé, des situations très complexes. Aujourd'hui, il n'y a plus de sécurité derrière nous. C'est-à-dire que quand, moi je suis SNURIF, quand je vais chercher une femme en train d'accoucher, j'espère que tout va bien se passer jusqu'au trajet à Senlis. Je l'ai fait récemment à Cire-les-Mélos, 30 minutes pour aller à Senlis, chez une femme qui faisait, à sa grossesse précédente, une hémorragie de la délivrance. Donc on est sur des situations extrêmement dangereuses. Et je donne du concret parce qu'il faut bien réaliser que tous les jours ont en dos, que jusqu'à maintenant on a évité des choses. Alors il y a eu un accouchement sur un rond-point, il y a eu des choses, mais rien qui finalement obère aujourd'hui la vie des mamans et des bébés qui ont été dans ces situations. Mais ce qu'on n'avait pas mesuré, c'est que par ailleurs, on a aussi des urgences obstétricales, c'est-à-dire des hémorragies, que sais-je, qui arrivent désormais aux urgences générales, là où nous n'avons pas les compétences ni le temps pour les prendre en charge. Parce que, et je vais en venir tout de suite aux urgences, on vit une situation depuis des années, alors vous l'avez vu sur le plan médiatique, c'est pas que Creil, c'est toute la France aujourd'hui. D'ailleurs, c'était un argument qui nous a permis d'expliquer que c'était pas un problème d'organisation locale, puisqu'on nous a raconté ça, mais dans tous les hôpitaux, on nous raconte que c'est un problème d'organisation locale. Donc, où on est tous vraiment très très nuls en organisation, à peu près tous les responsables des urgences de France, où il y a un autre problème. Vous l'entendez bien, mon idée c'est de dire qu'il y a un autre problème. C'est que depuis des années, on rince les moyens des hôpitaux publics, pas seulement des urgences, des hôpitaux publics.
Parce que l'essentiel du problème des urgences, la première chose qui nous pose problème, c'est le fait qu'ils aient fermé des lits, Paul l'évoquait. Parce que quand on ferme des lits, bah nous, on ne peut plus hospitaliser nos patients, c'est aussi simple que ça. En moyenne, c'est en France une trentaine de pourcents des patients qui passent aux urgences qui sont hospitalisés. Quand j'ai commencé ici, il y avait 60-70 passages par jour. On est arrivé à des pics, alors en moyenne on a 130, on est arrivé à des pics de 160. Eh bien, évidemment, si on hospitalise sur 30% et qu'on est passé de 600 lits à l'ouverture à aujourd'hui, on ne sait même plus combien, environ 250 sur ce site, on ne peut plus hospitaliser les gens, ils sont dans les couloirs, on fait un service parallèle dans les couloirs, et finalement on ne peut plus accueillir les nouveaux parce qu'on est occupé avec les anciens qui sont encore dans les couloirs. Voilà la situation qu'on vit. La grève des urgences à Creil a démarré sur le problème de la maternité. Parce qu'en effet, à une réunion où était convié le personnel paramédical, et je crois qu'il n'y avait pas de médecin, on leur a expliqué que ça y est, la maternité était fermée et que les accouchements inopinés se feraient aux urgences. On nous a mis d'ailleurs une belle table de réanimation d'enfants dont personne ne sait se servir puisque c'est pas notre métier. Et on leur a dit voilà, vous accoucherez. Quel numéro on appelle? On ne sait pas. Où on voit la sage-femme? On ne sait pas. En gros, rien n'était prêt. La grève a démarré sur cette question en disant nous vivons déjà une situation extrêmement dégradée depuis des années. Nous ne prenons plus correctement en charge les patients qui viennent aux urgences de Creil et en plus on nous rajoute une difficulté sans même prévoir l'organisation qui va permettre d'éviter les accidents. Voilà comment a déclaré la grève des urgences. Alors, Creil a été un peu précurseur sur cette question puisqu'elle a démarré le 31 janvier. Vous voyez qu'aujourd'hui, on en est à une centaine de services d'urgence en France qui sont en grève, mais les problématiques que nous rencontrons ici, nous les rencontrons partout. C'est-à-dire qu'on a décidé finalement de fermer la capacité du service public à accueillir les patients. Et soyons clairs, quand on a fermé la maternité, immédiatement, des cliniques privées ont ouvert des lits dans le coin pour accueillir des accouchements de niveau 1. Voilà. C'est une privatisation rampante qui est en train de se produire. Quand on ferme aujourd'hui l'hôpital public et sa capacité à prendre en charge les besoins des populations, forcément, le privé à but lucratif va se développer et il y a des volontés d'acheter y compris des terrains pour installer des centres d'accueil de soins dans le coin. Donc voilà comment c'est en train de se faire. C'est-à-dire que petit à petit, en attaquant l'hôpital public, en l'empêchant de remplir ses missions, eh bien, on est en train de favoriser l'émergence du privé à but lucratif, de la marchandisation de la santé, qui ne donnera plus le même droit à tous, le même accès à tous, à des soins de qualité. Voilà ce qui est en train de se passer. Et Paul l'évoquait encore, mais vous savez, un hôpital, c'est pas des pièces qu'on peut bouger dans un sens ou dans un autre, c'est un mécano. Si on retire un bout du mécano, tout s'effondre. C'est ce qui se passe en ce moment. On a retiré la maternité. Deux médecins des urgences immédiatement ont annoncé qu'ils ne travailleraient plus aux urgences parce qu'ils ne voulaient pas se retrouver confrontés à une urgence obstétricale. Donc deux de ces médecins sont partis, deux autres partent en septembre. Par ailleurs, la pression qu'on fait subir, parce qu'on oppose souvent les urgences et les services d'hospitalisation, c'est un grand jeu, en fait on travaille ensemble. La pression qu'on fait subir aux médecins dans les services d'hospitalisation, en disant il faut faire plus vite, parce qu'on a fermé des lits, donc il faut réduire les durées de séjour. Ça veut dire quand même qu'on renvoie des patients qui ne sont pas totalement guéris pour en prendre des plus malades, et puis on doit revenir les patients pas totalement guéris aux urgences 2 jours après. Alors, le système est aberrant, il ne fonctionne plus, c'est ce qu'on vit partout en France aujourd'hui. Donc le résultat, c'est que ces médecins sous pression, excusez-moi, non, ça va pas suite, ces médecins sous pression sont en train de partir. Là, on a des annonces durant le mois qui vient de passer, c'est 2 médecins en diabéto, un médecin en hépatogastro, 2 médecins qui veulent partir en cardio, un qui évoque son départ en promo, une qui prend qu'un médecin en neurologie, 3 qui sont déjà partis de médecine polyvalente, plus les médecins des urgences, non, c'est plus de 11, Paul. On a vraiment beaucoup de médecins qui s'en vont. Là, ça veut dire que très concrètement, les services ne vont plus tourner. Il est urgent de faire quelque chose, il est urgent de réinjecter de l'argent dans le service public pour déjà nous donner les moyens de retravailler correctement, parce que, je sais pas, nos technocrates s'imaginent que quand je demande un microscope aux urgences, c'est pour le mettre sur ma table de nuit. Bon, évidemment, c'est parce qu'on en a besoin. Quand on a un nouveau camion de SMUR, on a des camions qui sont à 280 000 km aujourd'hui. 2 camions à 280 000 km. Des camions de premier secours, ça tombe pas en panne normalement. On les met en réparation toutes les semaines. On en est là de la déliquescence de l'hôpital. Et on entend encore Madame Bachelot qui se vante de faire une loi pour hôpital 2022, enfin 2020. Je n'ai pas vu la différence politique. Très sincèrement, c'est la même politique. C'est les mêmes.
ce sont les mêmes, elles ont aggravé la situation parce que l'autre avait permis de l'aggraver juste avant. Mais elles se vont aujourd'hui de faire un plan pour l'hôpital, plan qui est toujours un plan d'austérité, où il n'y a toujours pas les moyens, et on attend avec impatience de voir qui voteront sur la loi de finances pour la sécurité sociale, parce que c'est ça qui va nous dire si à un moment donné ils veulent remettre des moyens dans le service public ou pas. Les jolies paroles, ça ne sert à rien. Et là, l'annonce pitoyable des 70 millions d'euros pour les urgences, on rappelait avec la CGT nationalement que ça faisait un demi-poste par service. On n'en est pas du tout à cette situation. Ne serait-ce qu'à Creil, on a besoin d'une infirmière, sur toutes les équipes, tous les jours en plus. Parce que continuer à travailler avec 7 infirmières, c'est plus possible. On n'arrive plus du tout à accueillir les patients, on n'arrive plus à s'occuper d'eux. C'est un espèce de travail à la chaîne incessant qui épuise les personnels et maltraite les patients. Donc on a besoin de redonner de l'humain là-dedans, de faire que les gens soient entourés de professionnels, pas seulement pour les piquer et puis partir, mais pour les écouter, pour discuter, pour leur mettre un bassin, comme dit la chanson. Si vous avez écouté la chanson de l'hôpital de Valence, elle est fabuleuse, je vous invite à l'écouter. Le temps de mettre un bassin, de tenir la main, voilà. À un moment donné, on fait un travail qui est éminemment humain, c'est pas qu'un travail technique, et pour ça, il faut en mettre du personnel. Voilà, je m'arrête là. François. Si vous nous approchez aussi, c'est pas, parce que en fait, je suis déjà dans l'hémicycle, j'ai déjà assez, et les gens loin et froids, donc... Ah, bon, je vais laisser passer. Comment tu vas finir aux urgences là? Parce que je dois vous parler plus que vous criez. Bon, la première chose à dire, c'est que je viens ici pour évacuer une culpabilité. Parce que chaque fois que mon train s'arrête entre Amiens et Paris en gare de Creil, je me dis merde, il faudrait quand même que j'aille filer un coup de main à la maternité. Donc voilà, comme ça, ça sera fait. Et plus sérieusement, je viens parce que vous avez remporté les 3/4 d'une victoire. C'est pas encore là, mais vous êtes aux 3/4. Vous êtes en train de faire plier. Je ne suis pas un spécialiste de ces choses-là, moi je suis élu que depuis 2 ans, donc tout ce qui est les institutions, je ne connais pas trop, mais ce qui me paraît la plus technocratique des institutions, c'est-à-dire l'Agence régionale de santé, dont on a le sentiment qu'elle prend des décisions qui sont complètement éloignées de toute réalité en n'ayant jamais mis les pieds dans un hôpital, s'il s'agit d'un hôpital normal, d'une maternité ou d'un hôpital psychiatrique. Vous les avez fait plier avec bien sûr des arguments, avec le fait qu'il y a 400 naissances, 1500 naissances, pardon, 1500 naissances, que c'est une maternité de niveau 3, qu'entre Creil et Senlis, il n'y a pas de train, que 40% des gens sur le bassin creillois n'ont pas d'automobile pour se rendre à Senlis. Vous avez tous ces arguments-là et qui témoignent finalement d'une exclusion de la République dès la naissance. Ce sont des arguments, mais il faut se dire que les arguments sans la lutte, ce ne sont rien. On peut avoir les meilleurs arguments, s'il n'y a pas de lutte derrière, on ne gagne pas. Et vous avez mené une lutte en arrêtant les camions, en faisant signer des pétitions, en ayant des votes. Je veux signaler une lutte externe qui n'est pas liée à votre mouvement directement, mais qui à mon avis pèse dans la décision. Le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, ils sont là les Gilets jaunes, mais il faut se dire que dans le mouvement des Gilets jaunes, ça a apporté des victoires comme ça périphériques, parce qu'il est évident que le côté technocratique, je décide tout seul au sommet, eh ben, dans ce cadre-là, il a fallu me lâcher un peu de lait, et je pense que pour moi, je lis la grâce, parce qu'on en est face à la technocratie de l'ARS à avoir une demande de grâce présidentielle. C'est-à-dire que c'est une institution non démocratique qui doit s'opposer à une autre institution non démocratique. C'est un truc qui est un peu bizarre, mais vous réussissez ça. Alors c'est vrai que quand j'entends la ministre parler de rationalisation ici ou ailleurs, hein, mais on se dit que l'ARS a vraiment ses raisons que la raison ignore. Et là, en l'occurrence, avec tous les arguments que vous aviez apportés, maintenant c'est pas terminé, et il va falloir faire le dernier quart du chemin et les faire plier jusqu'au bout. Quelques petites choses que ça m'évoque. D'abord, moi, je ne pose pas la ville à la campagne. Vous savez que les maternités, c'est bien souvent un combat des campagnes, mais on voit que la ville, et y compris des villes avec une démographie forte, peuvent être touchées, et je tiens dans les années à venir à ce que nous n'ayons pas une opposition entre les villes et les territoires ruraux. Il faut absolument, y compris que sur le plan politique, c'est-à-dire dans les urnes, on parvienne à faire se joindre les gens des villes et les gens des campagnes. Sinon, on s'en sortira pas. Donc c'est la première chose. La deuxième chose que ça m'évoque, c'est à quel point on est capable d'investir
des millions, voire des dizaines de millions, et parfois des centaines de millions sur les murs, et rien sur les hommes. Ici, 50 millions, c'est ça? On me disait 50 millions pour le bâtiment qui est vide. À Amiens, c'est pareil, c'est pas vide, mais on a investi des centaines de millions sur un nouvel hôpital, et derrière, les infirmières galèrent. Mais c'est presque généralisé, c'est une psychologie de la société qui fait que, quand on pense prison, par exemple, on va dire qu'il faut construire une nouvelle prison. Et non pas, il faut qu'à l'intérieur, il y ait des gens qui puissent travailler comme éducateurs et aider à la sortie. Vous voyez, mais si on veut faire fonctionner mieux les quartiers, on va penser à refaire l'architecture des quartiers et pas se demander ce qu'on va mettre comme animateur, éducateur, bibliothèque et ainsi de suite dans ces quartiers. Donc je pense que ça témoigne de ça. De manière plus personnelle, mais je lis pas, pour moi le politique et le personnel, je le lis. Moi je viens pour Paul Cesbron aussi. Je viens pour Paul Cesbron aussi. Et il se trouve que je suis venu avec ma fille Ambre, et il se trouve que Paul Cesbron l'a tenu dans ses bras quelques semaines après sa naissance. Nous étions avec mon ex-compagne venus faire un reportage sur l'histoire de l'accouchement. Et on avait interrogé Paul Cesbron qui nous expliquait, alors c'est un peu contradictoire avec le plateau qu'on a ici avec 5 hommes qui prennent la parole pour parler de maternité. Ça signale un problème quand même. Les femmes prenaient le pouvoir et prenaient la parole, mais qui nous disait qu'il fallait rendre l'accouchement aux femmes. Les sages-femmes, il y a sages dedans, elles savent faire, elles ont su faire pendant des millénaires, et puis dans l'après-guerre, où à partir de la fin du 19e siècle, en gros, la raison est arrivée, la raison était masculine, la raison portait une blouse blanche, et la raison mettait à bas des millénaires de savoir-faire. Et l'illustrer sur plusieurs décisions médicales qui ne se sont pas forcément révélées réjouissantes, la position. Est-ce que l'enfant doit se tenir sur le ventre et sur le dos? C'est plus aux femmes et aux mères de savoir, c'était le médecin qui venait dire si jamais ça devait être sur le ventre et sur le dos. Comment on accouchait? La position de la femme dans l'accouchement, c'était le médecin aussi qui venait dire comment on devait accoucher. L'épisiotomie, alors apparemment nous, la France a échappé, et tu y étais pour quelque chose, l'épidémie d'épisiotomie qui consiste quand même à sectionner une partie du sexe féminin, ce qui n'est pas rien, et que certains médecins en France voulaient systématiser à l'époque et qui étaient opposés. Mais on est sur une série de décisions comme ça où on a fait s'échapper le geste à la femme. Pour moi, ça pose, je vais dire que je délire, mais ça pose la question de la démocratie sanitaire. C'est-à-dire, c'est à nous, et là en l'occurrence plus particulièrement aux femmes, de décider comment on doit vouloir gérer notre santé, où on doit vouloir accoucher. C'est à nous de le décider. Si on a qui veulent accoucher à domicile, ça peut être une pratique, pourquoi pas, mais si on veut accoucher dans un hôpital de proximité, c'est une autre pratique, et ainsi de suite. C'est à nous d'en décider. Et moi, là, à l'Assemblée nationale, je vois un certain nombre de conflits autour du médicament, de prothèses sur les femmes, de l'évothyrox, c'est les femmes, la dépakine, c'est les femmes. Et ce qui me paraît le plus violent là-dedans, c'est pas seulement qu'il y ait des erreurs de pharmacie, c'est pas seulement qu'on fasse durer ces erreurs pendant des décennies, mais c'est que quand les femmes parlent, on nie leurs paroles. Vous perdez vos cheveux, mais non, mais ça n'a rien à voir avec notre médicament. Vous prenez du poids, mais ça n'a rien à voir avec votre médicament. Vous êtes malade, mais ça n'a rien à voir avec votre médicament. Tout ça, c'est de la subjectivité. Tandis que nous sommes la science, nous sommes les hommes, nous sommes les blouses blanches, et nous détenons l'objectivité. C'est la même rationalisation. C'est la même rationalisation. Et alors, voilà, c'est mon style, vous m'invitez pour ça, pour ces ponts incertains, mais je vois la même chose à l'œuvre dans la fermeture de la maternité de Creil, que dans les 30 ans de délivrance de la dépakine, que dans les décisions de comment les médecins devaient faire accoucher les femmes, ou de la crise du lévothyrox, où on nie la parole des femmes. C'est-à-dire, ce ne sont pas les patients, et les femmes patientes bien souvent, qui peuvent décider de leur destin, mais on doit le remettre, ce destin-là, entre les mains des sachants, des experts, des lointains, des technocrates et des bureaucrates. Et moi, je vois un lien. Et je pense que c'est bien que vous gagnez sur la maternité de Creil, parce que c'est un coin qui est enfoncé. C'est un coin qui est enfoncé ici, mais qui est enfoncé évidemment pour toutes les maternités ailleurs en France et
sur bien d'autres sujets ailleurs en France. Et voilà pourquoi moi je suis là aussi pour soutenir la maternité de Creil, mais plus généralement pour qu'on aille vers davantage de démocratie sanitaire, et puisque c'est mon obsession du moment, pour davantage de démocratie tout court. Et je vous le dis, pour moi aujourd'hui, ça passe par le référendum sur les aéroports de Paris. Je sais que c'est pareil, pour vous ça n'a rien à voir. Mais c'est pareil, il faut leur dire non sur quelque chose. Nous avons l'occasion là de leur dire non. C'est pas ce qui moi m'importe le plus, je prends pas l'avion, j'habite pas à Roissy. Au fond, je m'en fous. Mais on m'aurait interrogé sur Engie, puisque Engie qui va être privatisé là aussi à 100%, sur les factures de gaz, j'en reçois, tout le monde en reçoit. Ça m'aurait plus intéressé. La Française des Jeux qui va être privatisée, c'est un impôt qui va être prélevé sur les riches et sur les pauvres pour les actionnaires riches. Ça m'aurait plus intéressé. On nous pose la question sur l'aéroport de Paris, c'est sur l'aéroport de Paris que nous devons répondre. Et je suis désolé, mais si on arrive à dire non et à mettre un coup d'arrêt national sur ça, ça vaut aussi pour la maternité de Creil, ça vaut pour les hôpitaux, ça vaut pour nos écoles, ça vaut pour nos tribunaux. Voilà, je vous remercie. J'en profite et j'en dis merci à François qui a parlé des femmes. Alors, il y a une amie qui m'a dit vas-y. Donc, je remercie toutes les femmes, les syndicalistes, les femmes gilets jaunes, les femmes élues, les femmes, les grands-mères, les mères, voilà. Donc, j'espère que je peux vous représenter toutes. Et voilà, c'est tout. Vive les femmes! Vive François! Et à la fin, c'est nous qu'on va! Gagné! Et à la fin, c'est nous qu'on va! Gagné! Bravo les gars! Donc un très grand merci à François Ruffin et son attaché parlementaire qui était parmi nous. Voilà, il va nous quitter, on le remercie beaucoup. Sa marque d'attachement à notre hôpital et à notre maternité, elle nous va droit au cœur, vous vous en doutez. Voilà, c'est une parole aujourd'hui nationale qui s'est exprimée pour défendre notre hôpital. C'est très important et on le remercie infiniment. Merci François. Et maintenant, tous à la faïencerie pour chanter et manger ensemble. La première, il va être bravo. Ouais. Il est heureux le petit bébé là, il se promène.